Cette présentation sera consacrée aux moralistes du XVIIe siècle. Nous n'examinerons donc pas un courant, ni même un genre à proprement parler. Il s'agira plutôt de regrouper un ensemble d'auteurs dont les écrits peuvent prendre diverses formes, mais qui ont en commun une portée morale. Précisons que nous excluons ici les textes fictionnels, comme les fables de La Fontaine par exemple. Après une rapide introduction générale, nous nous concentrerons sur 3 moralistes majeurs du XVIIe siècle, La Rochefoucauld, La Bruyère et Bossuet. Un 4e auteur majeur aurait pu s'ajouter à cette liste, Pascal, mais que nous ne traitons pas ici car il a déjà fait l'objet d'une présentation à part entière. On observe au XVIIe siècle un attrait marqué pour la littérature d'idées, expression générale qui désigne des textes de formes diverses, exposant explicitement une réflexion voire une thèse au lecteur. Ces réflexions peuvent bien sûr s'avancer sous le couvert de la fiction, comme avec les fables de La Fontaine déjà mentionnées, ou encore le Télémaque de Fénelon. Elles peuvent au contraire s'élaborer dans des traités, dont certains marqueront durablement les modes de pensée français voire occidentaux. Citons seulement ici la figure majeure de Descartes, qui développe sa pensée rationaliste, notamment dans son fameux discours de la méthode, sous-titré Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, publié en 1637. La deuxième moitié du siècle voit fleurir un autre type d'œuvre de réflexion, à vocation nettement morale. Les moralistes proposent dans leurs écrits une réflexion sur l'homme, ses mœurs, ses coutumes, son caractère et la façon dont la société fonctionne. Il n'existe pas à proprement parler un genre moral. Les écrits des moralistes peuvent prendre des formes différentes. On peut toutefois remarquer une préférence pour les formes brèves, voire discontinues, comme les sentences ou les maximes, qui sont des formules courtes et percutantes. Ces formules présentent l'intérêt de marquer les esprits. Les auteurs apportent un soin tout particulier au travail de l'écriture et ont recours à de nombreux procédés de rhétorique, ce qui rend ces textes particulièrement piquants, plaisants, mais aussi mémorables. Ces textes peuvent avoir pour vocation à être dits à voix haute, ce qui explique qu'on y retrouve les procédés de l'éloquence, qui est l'art de la parole orale et du bien-dire. Commençons par un grand seigneur à la vie remarquable, le duc de la Rochefoucauld. Il naît en 1613 et meurt en 1680. Il connaît une vie agitée et romanesque, faite de campagnes militaires, d'intrigues contre le puissant Richelieu, d'emprisonnement, d'exil et de conspiration de la Fronde à laquelle il a pris part. La Fronde se soldant en 1653 par le triomphe du pouvoir royal, il se retrouve du côté des vaincus, mais bénéficie d'une amnistie. Après ces épisodes, il mène une vie mondaine à la cour pendant la régence d'Anne d'Autriche et de Mazarin, et à Paris, où il fréquente les salons les plus brillants comme celui de Rambouillet. La fin de sa vie est obscurcie par la maladie qui l'oblige à vivre de façon plus retirée. De cette existence, qui a été riche en aventures mais aussi en déceptions, et de ses fréquentations du grand monde, il tire plusieurs écrits. D'abord ses mémoires qui paraissent en 1662, mais surtout son œuvre pour laquelle il est resté célèbre, connue sous le titre des Maximes. Ces réflexions ou sentences et maximes morales, que l'on appelle communément les maximes, constituent son œuvre passée à la postérité et sont publiées en 1664. Il s'agit d'un ensemble de sentences ou de maximes regroupées en un recueil. La Rochefoucauld emploie une forme courte et percutante pour dénoncer les vices des hommes. Il puise son inspiration dans son propre vécu. Ce sont ces déceptions, tant mondaines, sociales que politiques, qui forment le terreau de ces petites formules incisives. Ce qui frappe dans cette œuvre, c'est le ton résolument pessimiste et la vision noire de la nature humaine qui parcourt l'ensemble. Le ton est donné dès l'exergue, qui est célèbre. Nos vertus ne sont, le plus souvent, que des vices déguisés. Un des thèmes majeurs de ces maximes est l'amour-propre. La Rochefoucauld dénonce l'hypocrisie et les travestissements que peuvent prendre l'orgueil et l'égoïsme.
Il n'y aurait dans le monde aucune place pour la vertu, qui serait soit condamnée à se dissoudre au milieu des intérêts de chacun, soit, pire encore, le masque plaisant du vice. Cela n'empêche pas la perception des subtilités de la nature humaine par La Rochefoucauld, qui sait aussi se montrer fin psychologue, pour employer un terme un peu anachronique, lorsqu'il dépeint par ailleurs les contradictions qui agitent l'être. Citons une sentence. L'homme croit souvent se conduire lorsqu'il est conduit, et, pendant que par son esprit il tend à un but, son cœur l'entraîne insensiblement à un autre. Fin de citation. L'analyse des passions qui tiraillent l'homme fait partie des grandes questions morales des siècles classiques. Il s'agit d'exposer tous les tiraillements et conflits intérieurs auxquels chacun fait face, mais aussi de dresser une conception de l'homme en proie à ses passions et à ses instincts. Il serait vain de penser que nous puissions les contrôler, encore moins y échapper. L'être humain serait donc soumis à des forces contraires, instables, imprévisibles et fragmentées, comme les sentences qui constituent ces maximes. Vous trouverez une présentation de l'édition des maximes et de nombreux extraits, pages 75 à 77 de votre brochure. Passons à un autre célèbre moraliste du XVIIe siècle, La Bruyère. Il naît en 1645 à Paris, dans un milieu bourgeois, et fait des études de droit. Son existence reste assez obscure dans l'ensemble, mais il y a un fait marquant. Il devient précepteur du duc de Bourbon, jeune petit-fils du grand Condé, un prince du sang, mais aussi de la fille de Louis XIV et de l'une de ses favorites, Madame de Montespan. La Bruyère est par la suite fait gentilhomme ordinaire et se voit attaché au service du duc. Cette position lui permet d'accéder à la cour et d'en observer les usages et les coutumes. Enfin, il entre à l'Académie française en 1693 et il se distinguera par la fougue qu'il mettra à défendre le parti des anciens dans la querelle des anciens et des modernes. La Bruyère est l'homme d'un seul livre, Les Caractères, d'abord publié de façon anonyme en 1688. Les Caractères est un genre inspiré d'un modèle antique, celui de Théophraste, moraliste grec du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le succès de l'ouvrage de La Bruyère conduira à de nombreuses rééditions, sans cesse augmentées et retravaillées par l'auteur, qui signera ensuite de son nom et se détachera progressivement du modèle de Théophraste. On passe ainsi de 420 caractères pour la première édition en 1688 à 1120 pour la dernière de 1694. Il s'agit encore d'une forme brève, bien que certains fragments, notamment les portraits, puissent être un peu plus longs que les maximes. On trouve dans les caractères une grande variété de formes. Portraits, petits tableaux vivants, courtes maximes, dialogues ou encore petites dissertations théoriques, qui témoignent toutes de la grande maîtrise rhétorique de La Bruyère, qui a apporté un soin tout particulier à travailler son texte. Les caractères se présentent sous la forme de paragraphes relativement courts, qui sont ensuite regroupés dans des chapitres thématiques au nombre de 16. Ces chapitres permettent ainsi de balayer un grand nombre de réalités ou de statuts sociaux qui sont visés dans les caractères. La vie de cour, la vie de la ville, les femmes, les esprits forts, c'est-à-dire les libertins ou les athées, mais aussi les puissants. Finalement, personne n'est épargné par la plume acerbe de La Bruyère. Les caractères est une œuvre à forte portée satirique. L'auteur dénonce les vices de ses contemporains avec beaucoup d'ironie et de piquant. Son extraction bourgeoise et sa vie citadine d'une part, et son entrée à la cour et sa fréquentation des nobles et du pouvoir d'autre part, lui ont permis d'ausculter des réalités sociales diverses. La Bruyère est un grand observateur et il excelle dans l'art du portrait. Il peint avec beaucoup d'humour et d'ironie un certain nombre de personnages incarnant des types. Le courtisan Arcis, par exemple, ou le pédant Théocrine, ou encore l'égoïste Gnaton. Sous ces noms antiques, on peut s'amuser à rechercher le modèle réel parmi les contemporains de l'auteur. Mais s'il s'attache à dénoncer les travers de son siècle, c'est bien aux défauts de la nature humaine en général qu'il s'attaque.
Terminons par un auteur un peu différent des précédents, Bossuet. Il naît en 1627 dans une famille de magistrats et suit des études de théologie. Il devient docteur et est ordonné prêtre en 1652. Il n'a pas vocation à être écrivain. C'est un orateur dont les prédications orales, sermons et oraisons funèbres prononcées dans le cadre de ses fonctions apostoliques sont célèbres. Il met toute son éloquence au service de Dieu et de la morale chrétienne, et la force de ses discours le rend célèbre. En 1662, il prêche devant le roi Louis XIV au Louvre. Il fréquente ensuite régulièrement la cour, mais sans jamais devenir courtisan. Il devient en 1670 le précepteur du dauphin, fils de Louis XIV, et destiné à lui succéder sur le trône. Bossuet est l'auteur de nombreux ouvrages, surtout pédagogiques et théologiques, peu lus aujourd'hui. Ces deux œuvres passées à la postérité sont les sermons et les oraisons funèbres. La particularité de ces œuvres est leur nature orale. Elles étaient faites pour être déclamées par Bossuet et non pas imprimées. D'abord, ces sermons prononcés à partir de 1659. Ce sont des discours de circonstance qui font partie de la liturgie chrétienne. On peut distinguer deux types de sermons. Les premiers, appelés de doctrine, sont ceux où Bossuet développe des points relatifs aux textes bibliques et des questions théologiques, comme celle de la providence par exemple. Les seconds sermons sont dits de morale. Comme cette appellation l'indique, il s'agit d'encourager un comportement vertueux et charitable et de condamner les vices. Un des plus célèbres est le sermon du mauvais riche, que vous retrouvez page 74 de votre brochure. Les sermons sont des textes très structurés, qui répondent à des règles traditionnelles que Bossuet suit. L'exorde introduit l'exposé, suivi d'un développement en 3 points, qui se conclut par la péroraison. Au sein de cette structure rigoureuse, Bossuet insuffle une grande vigueur à ses sermons. Ils sont nourris de nombreux procédés rhétoriques visant à frapper l'auditoire. Apostrophes, fortes antithèses, métaphores et jeux sur les rythmes de la phrase soutiennent sa parole et concourent à la rendre efficace. Bossuet n'hésite pas à alterner les registres, du pathétique au polémique, pour mieux frapper son auditoire. On retrouve cette même vivacité de style dans ses oraisons funèbres. Il s'agit là encore d'un genre de circonstance, l'oraison funèbre étant le discours prononcé lors d'un enterrement. Elle répond donc également à des règles connues. Après un portrait du défunt qui se doit de mettre en avant ses qualités, l'orateur évoque son rôle et sa place dans la société. Comme il s'agit ici d'oraisons funèbres de grands personnages, elles peuvent être l'occasion de digressions historiques. Enfin, il termine par une méditation sur la mort et sur l'impermanence des choses, qui peut prendre les accents d'un sermon. La plus célèbre de ces oraisons est celle de Madame Henriette d'Angleterre, belle-sœur de Louis XIV, qui était reconnue pour sa grande beauté et qui est morte tragiquement à 26 ans. C'est l'occasion pour Bossuet de rappeler la vanité de la vie humaine et notre commune fragilité face à la mort. C'est donc un groupe disparate d'auteurs que nous avons considéré dans cette présentation. Insistons sur le fait qu'il n'existe pas un genre moral, mais que pour des raisons pratiques, on regroupe communément un ensemble d'auteurs sous l'étiquette de moralistes. Les formes d'écriture et les tons sont divers, mais la visée est commune. Condamner les vices des hommes et appeler chacun, plus ou moins directement, à se regarder et à se corriger. Enfin, il ne faudrait surtout pas réduire la morale en littérature à ses auteurs. Les visées morales sont présentes dans quasi tous les genres. On retrouve des sentences et des digressions morales aussi bien dans les mémoires du cardinal de Ray que dans les tragédies de Racine, dans le roman pédagogique de Fénelon, de Télémaque, pour ne citer que quelques exemples. N'oublions pas, bien sûr, les comédies de Molière dont le but affiché est de corriger les mœurs par le jeu.